Merci beaucoup Stéphane, merci aux organisatrices, organisateurs, bon, et merci tout particulièrement à toi Stéphane, c'est peu dire que je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Alors j'ai intitulé cette intervention Rabelais et son cas, avec une petite malice un peu facile. Alors cette étude de ce terme qui apparaît 121 fois dans l'ensemble de la geste rabelaisienne, cinquième livre compris. Ça se décline comme suit: 28 pour Gargantua, 28 pour Pantagruel, 25 pour Gargantua, 34 pour le tiers-livre, 21 pour le quart-livre de 1552 et 13 fois dans le cinquième livre. Alors, ça va requérir un peu d'acrobatie mentale et verbale, ce pourquoi je vais partir pour commencer avec mon premier exemple, premier texte, d'une scène du Gargantua qui est bien connue, qui a l'écuyer Gymnaste pour protagoniste, c'est chapitre 35 du Gargantua. Comment Gymnaste souplement tua le capitaine Tripet et autres gens de Picrocole. Je me fonde sur l'édition juste de 1542, c'est celle que choisit d'ailleurs l'édition de la Pléiade que je vais suivre. Là, vous avez une illustration plus tardive, en fait, du 19e siècle, d'un nommé Albert Robida dans la librairie illustrée de 1886, qui figure quelque peu la scène qui a lieu dans ce chapitre. Alors voilà, je lis donc notre premier exemple. Pourtant fit semblant descendre de cheval, et quand fut pendant du coutre du Montouer, fit souplement le tour de l'estrivière, son épée bâtarde au côté, et par-dessous passe se lança en l'air et se tint des deux pieds sur la selle, le cul tourné vers la tête du cheval, puis dit: mon cas va au rebours. Une posture bien inconfortable pour celui qui est confronté à ce moment-là au capitaine de l'armée du tyran et à ses gens. Alors, dans les 120 occurrences dont je parlais tout à l'heure, en général, sont, disons, interprétées par les éditeurs de la Pléiade selon l'acception la plus courante, en fait, du mot cas en français, qui vient de casus en latin, cadere, c'est-à-dire ce qui échoua, en quelque sorte, ce qui advient. C'est un terme assez épais dans la langue du XVIe siècle, si on tient compte également des différents équivalents dans les langues étrangères, et particulièrement le latin, au point, par exemple, qu'un peu après la mort de Rabelais, en 1568, le mot cas est l'objet d'un traité spécifique par un juriste florentin qui s'appelle Sébastien Médicis, et qui traite des cas fortuits. Voilà, donc c'est une exception assez précise. D'ailleurs, on va la trouver, mais j'en viendrai à une autre, comme vous l'avez bien compris, plus particulièrement dans cet exposé. On va la trouver dans le même chapitre, un peu après. Ce fait Gymnaste se retire, c'est à la fin, donc considérant que les cas de hasard jamais ne faut poursuivre jusqu'à leur période, et qu'il convient à tout chevalier révérentement traiter leur bonne fortune sans la molester ni gêner. Et monstrant sur son cheval, lui donne des éperons, tirant droit son chemin vers la Vauguillon, et prend le gant avec lui. Donc on sait bien que la fortune est reine en situation de guerre, et le passage offre ici un peu une variation sur un extrait très célèbre du Prince de Machiavel de 1532, selon lequel, je cite une traduction française, la fortune est femme, il est nécessaire, si on veut la culbuter, de la battre et la frapper. Mais enfin, en attendant, le sens, on ne rigole pas, le sens qui prévaut ici, c'est donc le sens lié donc au hasard, à la fortuna en quelque sorte, parce que ce qui va m'intéresser davantage, c'est ce qui, disons, on peut entrevoir dans la première occurrence, c'est une autre acception, c'est-à-dire le sens de membre viril, parce qu'on parle de l'obscène ici, sens que l'on retrouve quelques chapitres plus loin, dans le 39e, et du reste, l'extrait que je vais mentionner là a été évoqué hier lors du spectacle. 39e chapitre du Gargantua, comment le moine fut festoyé par Gargantua et des beaux propos qu'il tint en soupant dans la bouche de frère Jean, donc conversant avec le même Gymnaste chez Grand Gousier après la bataille contre Picrocole, avec la formule en fait Kesh, qui est un ajout de l'édition de 1542 d'ailleurs par rapport à la version Princeps de Gargantua de 1535. Ça donne ceci, c'est des blagues, en fait, c'est des propos de table, très exactement. De tout poisson fort que, c'est en dehors de la tanche, prenez l'aile de la perdrix ou la cuisse d'une nonin, il en était question hier soir, n'est-ce pas falottement mourir quand on meurt le Kesh roued. Bon. C'est un jeu en fait sur un proverbe de tout poisson fort que la tanche prend le dos et laisse la panche, auquel Rabelais propose une variante ici. Alors le grand spécialiste de la langue de Rabelais, Lazare Sénéan,
dans les années 20, renvoyait ici à l'italien ancien et dialectal caccio, du moderne en fait cazzo. On évoquait le terme à table non sans quelques malices, hein, que l'on trouve dès le dictionnaire italien et français d'Antoine Houdin, qui est un dictionnaire de l'époque, paru en 1681 à Paris. D'ailleurs, il est rapporté par le même Houdin au nom de Vise de Cage, ou Visage de Niais, un des cuisiniers du quart-livre cette fois-ci. Donc vous avez une sorte de déclinaison un peu humoristique de la part de Rabelais. Bon, le mot cas peut désigner également l'organe féminin, mais pour le coup, alors là, je vais un peu sortir de Rabelais, mais volontairement, et c'est un de ses grands lecteurs, dans Le moyen de parvenir de Béroald de Verville, un texte publié au début du XVIIe siècle. Et entre autres, c'est une série de sections, une sorte d'encyclopédie, en même temps de dialogue des morts, enfin assez extraordinaire. Donc il y a une section qui s'intitule Doctrine, où il est évidemment question de tout sauf de doctrine. Il est question par contre, dans la section en question, de notre maître Rabelais, et on lit ceci: il est vrai que les breuègues sont plus heureuses que les fécondes, parce que le cas ne leur pue point, et vrai que le cas de celles qui font des enfants est toujours faguenant et malodorant, ce n'est qu'à cause du cul. Désolé, hein, bon, pour les oreilles un peu chastes. Bon, breuègue, c'est-à-dire stérile, on parle de cela pour les juments, par exemple, ou éventuellement les poissons. Bon, alors Verville, évidemment, s'amuse et d'une certaine manière amplifie, radicalise ce qui se passait déjà chez son maître Rabelais avec K, Q, et plus tard d'ailleurs le con, hein, que l'on trouvera notamment dans un épisode auquel je vous renvoie d'une jeune femme qui s'appelle Martiole, hein, qui est relatée dans le texte donc de Verville. Alors pour revenir à Rabelais, et cette fois les deux sexes que l'on va rencontrer à l'autre extrémité de la chronique rabelaisienne, au chapitre 27, comment Panurge interrogeant un frère Fredon n'eut réponse de lui qu'en monosyllabes. C'est dans le 5e livre. Donc, Panurge interroge donc ce frère au sujet des sœurs en charité, avec deux occurrences ici du mot cas. Alors, c'est sous forme de dialogue fictif, hein, fictionnel. Panurge, seulement elles vous font bonne chère, au demeurant elles pensent au joli cas, Fredon, vrai. Et lors, que font les garces? Fredon, bruit. Et si c'est si un jour, Fredon, pis. Alors, que leur donnez-vous? Fredon, trunk, on trouve dans le manuscrit trunk CZ, qui signifie un coup. Panurge, que vous font-elles pour l'or? Fredon, brun ou bran. Que dis-tu? Fredon, P. De quel son? Fredon, K. Une sorte de confession parodique qui en fait singe un genre un peu à la mode à l'époque de l'écho, hein, mais qui montre pour notre propos la capacité poétique du terme cas, qu'une chanson paillarde en forme d'air de cour d'un nommé Gabriel Bataille sur un texte du plus connu Isaac du Ruyère, R-Y-E-R, en 1613, qui s'intitule Un satyre cornu, placera au bout de son refrain, alors il se trouve qu'on peut peut-être l'entendre, la dite chanson, dans une interprétation moderne, en fait. Voilà, ça donne ceci, j'espère que ça va marcher. Un satyre cornu qui n'est pas trop habile, un satyre cornu qui n'est pas trop habile, amoureux devenu d'une tant belle fille. Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas. Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas. L'ayant entre ses bras, dans un boisselette, l'ayant entre ses bras, dans un boisselette, ne la devait-il pas coucher dessus l'herbette? Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas. Non, ne lui coupez pas, laissez-lui son pauvre cas. Pas trop d'infos quand même, hein, mais bon, c'est un peu répétitif, et puis j'arrête justement au bon moment pour vous laisser lire la suite éventuellement. Bon, alors le terme donc se retrouve surtout, hein, au sein des 10 écrits en rime de Panurge, dont le rondeau, toujours en de manière poétique, hein, est donné à la dame parisienne dans le Pantagruel. Hein, c'est le chapitre dans le Pantagruel, comment Panurge fit un tour à la dame parisienne qui ne fut point à son avantage. Alors ça donne ceci: pour cette fois, hein, dans le rondeau en question,
Que, à vous, dame très belle, mon cas disait par trop fute rebelle, de me chasser sans espoir de retour. Ou dans la réponse encore, en octosyllabes cette fois, que Panurge propose cette fois dans le 5e livre, tout au bout, à l'autre extrémité, dans le chapitre Comment Panurge et autres riment par fureur poétique, ça donne ceci. Mais écoutez, advenant l'heure, qu'abat sera au vieux grand diable si par cas, assez bien croyable, advient que dame Proserpine fut épinée de l'épine, qui est en ta brague cachée, et fut de fait amourachée de ta dite paternité. Bon, si ce n'est pas vraiment le sens trivial qui s'impose dans ces deux dernières occurrences, le contexte des poèmes, on a la Combrecelle par exemple en amont du premier rondeau, et puis surtout, vous l'avez entendu, Épinée de l'épine, la brague dans le second texte, rend cette acception comme sous-jacente par attraction en quelque sorte des mots qui entourent le cas. Et ceci affecte également, selon moi, certains passages en prose, paroles de Panurge par exemple dans le Pantagruel, mais je me soucie quelque peu d'un cas, et qui est-ce, dit Pantagruel? C'est, dit Panurge, comment je pourrais avenger et à braquemarder toutes les putains qui y sont en cet après-dîner, qu'il n'en échappe pas une que je ne taboure en forme commune. Ah, 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 dit Pantagruel. Ou encore du narrateur, alors qu'il est question de la braguette de Gargantua, c'est encore plus connu, d'un cas vous avertit, donc là c'est vraiment le sens casus dont je parlais tout à l'heure, avant toute chose, que si elle était bien longue et bien ample, si elle était bien garnie au-dedans et bien avitaillée, en rien ne ressemblant les hypocrites braguettes d'un tas de muguets qui sont pleines que de vent, au grand intérêt, c'est-à-dire préjudice, il ne faut pas s'y tromper, du sexe féminin. Alors, question à ce stade, les rapprochements entre ces différents sens du mot qui nous intéresse, l'organe génital d'un côté, ce qui advient ou échoit de l'autre, trouve-t-il un écho dans l'usage linguistique, dans la pratique de la langue courante, si vous voulez? Autrement dit, y a-t-il une logique de la langue et un imaginaire linguistique qui motive et détermine l'emploi que fait Rabelais de ce petit mot? Les indices, en fait, sont assez ténus dans ce sens-là. Certes, on ne trouve pas, sauf erreur, de traces de casus dans les dictionnaires érotiques latins, par exemple. La désignation, donc, ne paraît concerner que le français. Mais, par exemple, on ne trouve pas cette acception dans le dictionnaire de Jean Nicot en 1606, le premier grand dictionnaire du moyen français, disons. Néanmoins, la Curne de Saint-Palais, vers 1870, dans son dictionnaire historique de l'ancien langage français ou glossaire de la langue française depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV, en notant incidemment, je le cite, qu'on employait quelquefois ce mot dans un sens obscène, rappelle le sens perdu de chute et précise que ceci, qu'a été d'ailleurs un terme générique, à peu près comme notre mot chose. Les significations particulières de ce mot étaient déterminées par les autres mots qui l'accompagnaient, et il rapproche le sens courant de cas, donc de chose, mais aussi de cause. C'est donc ainsi mettre l'accent sur le fondement, l'origine, par quoi un lien donc serait éventuellement possible, éventuellement, avec la signification sexuelle. Dans le roman de la Rose, là on va vers le Moyen-Âge, Raison, le personnage de Raison, c'est donc la première partie du roman de la Rose, à la fin de cette première partie par Guillaume de Loris. Ce personnage insiste sur le caractère essentiel et la noblesse de ce à quoi renvoient les mots supposés impurs. Vous allez voir ici, c'est couille et vie, en l'occurrence dans le texte en question. Et noblesse qui garantit la consistance comme la pérennité de la nature humaine, œuvre de Dieu. Alors ça donne ceci, non comme ma vie n'est péchier, n'encore ne fais-je pas péchier, si je nomme les nobles choses par plein texte sans maître glose, que mon père en paradis fit de ses propres mains jadis, et tous les autres instruments qui sont piliers et fondements à soutenir nature humaine, qui sans eux fit casse et veine, car volontiers n'ont pas envie, mis Dieu en couilles et en vie, force de génération, par merveilleuse intention, pour l'espace avoir toujours vive de renouvellance naïve. Donc, autrement dit, ces organes merveilleux sont contraires à tout ce qui est, on notera le terme ici, casse et veine. C'est-à-dire que là, c'est une autre étymologie, c'est l'adjectif latin cassus, avec 2 S cette fois-ci, qui signifie vide, vain, chimérique, futile. Bon, alors donc, si les rapprochements entre les mots et leur signification sont davantage favorisés dans l'œuvre de Rabelais, on l'a vu, que dans la langue courante, si on peut dire, c'est en vertu de la part de jeu qui s'attache à elle, finalement dans tout thème, quel que soit le thème. Le cas ne fait pas exception, bien entendu, et 2 séquences des 2 derniers livres qui se répondent quelque peu vont maintenant nous intéresser. Les voici. La première, c'est lorsque sont évoquées les contenances de carême prenant dans le chapitre 32 du Carlie,
livre de 52 qui s'intitule « Continuation des contenances de carême prenant » par un long discours du personnage de Xénomane qui se présente ainsi. « Cas admirable en nature, dit Xénomane, continuant et voir et entendre l'état de carême prenant. Cas étrange, on a toujours le sens courant, j'allais dire. Hein. Travailler, rien ne faisait travaillant. Corribantier dormant, dormoué et corribantiant, les yeux ouverts comme font les lièvres de Champagne, craignant quelques camisades d'andouille, ses antiques ennemis. Riait en mordant, mordait en riant, rien ne mangeait jeûnant, jeûnait rien en ne mangeant, grignotait par soupçon, buvait par imagination, etc. » Avec cette liste en fait d'adunata, hein, c'est-à-dire de choses un peu impossibles, d'impossibilités, on pourrait traduire ça comme ça. C'est inspiré en fait des adages d'Erasme, dont vous aviez une édition d'époque, hein, telle que Rabelais a pu la consulter dans la salle où Dali Farah est intervenu ce matin. Rabelais a puisé probablement pour ce chapitre, mais dès avant dans le Gargantua, dans le chapitre 9 en particulier. Il a puisé dans Erasme. On confine désormais donc à l'impossible et l'absurde, ce pour dire une nature dans le chapitre du Carlivre dans 252, sans dessus-dessous et perverti. Et du reste, juste après, on a l'histoire célèbre ou le mythe célèbre de fusil et antifusil. On relève ici au passage le mot camisade, hein, vous l'avez entendu, qui veut dire attaque, hein, et qui fait écho du coup à cas admirable, hein, selon un jeu sonore relativement remarquable. Dans le second passage, nous reconduit dans le chapitre 21 du 5e livre et la série des exercices auxquels se livrent les officiers de la quinte, exercices que la reine du lieu va venir caractériser. Ce qui fait les humains pansements égarés par les abîmes d'admiration n'est la souveraineté des effets, lesquels apertement ils éprouvent naître des causes naturelles, moyennant l'industrie des sages artisans. C'est la nouveauté de l'expérience entrant en leur sens, non prévoyant la facilité de l'œuvre, qu'en jugement serein associe étude diligent. Pourtant, soyez en cerveau et de toute frayeur vous dépouillez, si d'aucune être saisie à la considération de ce que voyez par mes officiers être fait. Voyez, entendez, contemplez à votre libre arbitre tout ce que ma maison contient, vous peu à peu émancipant du servage d'ignorance. Le cas bien me sied en volonté, pour de laquelle vous donnez enseignement non fin, en contemplation des studieux désirs, desquels me semblez avoir en vos cœurs fait un signe mon joie et suffisante preuve, je vous retiens présentement en état et office de mes abstracteurs. Là encore, il est fait allusion, enfin Rabelais puise encore dans ces fameux adunata, hein, trouvés chez Erasme, à la rubrique des adages qui justement est significative, s'intitule Inanis Opera, donc des ouvrages vains, quoi, voilà, chimériques. Par-delà la critique de l'alchimie qu'on trouve dans ce passage est délivrée comme un message de pantagruélisme, hein, on le notera au passage, de toute frayeur vous dépouillez, que vient renforcer le lexique de la liberté par ailleurs. Et n'oublions pas qu'une des premières escales du 5e livre a lieu en l'île de Cassade, hein, c'est au chapitre 10. En moyen français, la cassade désigne le fait de monter les enchères au jeu de brelan. Ça vient de l'italien cassada. Puis, plus globalement, toute feinte, toute ruse, toute tromperie. Nico, toujours dans le trésor de la langue française, de 1606, donne pour cassade stropha, ici au sens de ruse, de détour et d'artifice. Et aussi, il donne l'expression dans ces items qui sont parfois évidemment illustrés, donner une cassade, avec pour équivalent latin fallere, tromper. Ce qui irait donc dans le sens d'une déréalisation générale, si je puis dire, du cas, signifiant et signifié des plus plastiques, comme on l'a vu, une fois immergé dans la fiction rabelaisienne, qui finalement recouvre, subsume ou transcende autant l'obscène que le sérieux philosophique sous la fantaisie linguistique. Vous vous souvenez que Céline, notamment dans Le Voyage au bout de la nuit, peut-être aussi dans les autres, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais fait un usage abondant de ça. Hein. Ça a débuté comme ça tout au début. Je me souviens des travaux d'Henri Godard, notamment, qui faisait pas mal de variations autour de ce petit mot. Et bien là, ça serait plutôt le cas, précisément, mais avec toutes sortes de variantes pour le coup. Hein. C'est le propre de Rabelais, puisqu'on a trouvé Kèche ou Cassade, Camisade, enfin, ou des jeux d'écho, ou Cassine. J'ai encore celui-ci, du reste, qui apparaît dans le Carlivre de 1552, chapitre 57, lorsqu'il est question, dans un extrait fort équivoque d'ailleurs, marqué également par une atmosphère un peu salace, d'un messer Pantolfe de la Cassine Senois, par référence entre autres à un certain Pandulfus Cassinensis, ou qu'on appelle aussi Pandulfe du Mont Cassin,
c'est un sermonnaire italien, mort en 1131, qui fut moine du Mont Cassin, Monte Cassino, autrement dit, de l'ancienne Casinum romaine, où fut rédigée vers 530 la règle de Saint-Benoît. Donc ce petit mot qui nous a servi de guide et ses variations me paraissent caractéristiques de l'écriture rabelaisienne. C'est une sorte de mot accordéon, ça je reprends le terme à Lucien Febvre, dans la religion, son grand livre La religion de Rabelais, où il ne parlait pas spécialement du cas, mais justement, enfin, pour peut-être confronter cela à la notion de concept, si vous voulez, il montrait comment les termes rabelaisiens ne cessaient finalement de bouger, hein, de s'accroître, de varier étonnamment de cette manière comme on l'a vu là. Aussi bien d'ailleurs sur le plan lexico-historique, ça se joue sur le plan paradigmatique, cette affaire, on a vu les équivalents latins par exemple, hein, que sur celui peut-être plus encore syntagmatique des contextes, hein, avec en quelque sorte attraction des vocables proches du point de vue sémantique et sonore. Alors, pour finir, là, c'est également une variation et un petit peu une certaine, un peu une virtualité, si vous voulez, une petite variation imaginaire. Voici un extrait d'un grand livre, hein, par-delà Rabelais, mais que les Rabelaisans connaissent très bien. Le titre, d'ailleurs, les invite à le connaître. Ce sont les études de style de Léo Spitzer. Bon. Elles ont été traduites, c'est la traduction française en 1970, mais c'est tout un ensemble de textes bien antérieurs où Spitzer entend finalement théoriser quelque peu ce qu'on appelle la stylistique des variations, c'est-à-dire à partir de la lecture d'œuvres précises, d'auteurs précis, alors par exemple Racine, La Fontaine, il décèle ce qu'il appelle un étymon spirituel, enfin, c'est un bien grand mot pour désigner en fait finalement une sorte de récurrence, si vous voulez, qui serait à la fois d'ordre stylistique et sémantique et serait la marque de fabrique, si vous voulez, de chacun des écrivains. Alors par exemple, un chapitre s'intitule « L'effet de sourdine chez Racine », chez La Fontaine, c'est l'art de la transition. Mais alors justement, on est un peu frappé par le fait que le passage concernant Rabelais et les Rabelaisans prend un tour très différent de tous ces autres chapitres. C'est un texte extraordinairement polémique, hein, assez virulent d'ailleurs. Hein. Je vais vous en lire un petit extrait, où Spitzer, en bon stylisticien, attaque finalement ce qui prévalait un peu dans l'école française, à tout le moins à cette époque-là, dans les études rabelaisiennes, suite à la création des études rabelaisiennes, Abel Lefranc et ici Verdun, Léon Saunier, c'est pas n'importe qui quand même dans les 16e, tous ces gens-là. Donc Spitzer s'en prend à eux parce que finalement, ce qu'il dit, c'est que ce sont des historiens finalement uniquement lorsqu'ils considèrent l'œuvre de Rabelais, tandis que lui propose au contraire des études stylistiques. Alors ça donne ceci, et d'abord je choisirai un article de l'un des plus illustres Rabelaisans d'aujourd'hui, M. Verdun Léon Saunier, article qui, malgré le talent de l'auteur, me semble marquer un pas en arrière dans la compréhension du texte, précisément parce que les valeurs artistiques inhérentes à l'épisode sont sacrifiées à une théorie historique venant d'en dehors du texte. Bon, débat assez connu, hein, et fréquent, et dire que le mythe des paroles gelées a déjà été expliqué sans apports historiques en sa signification intrinsèque et en sa valeur esthétique par M. Jean Guiton. Donc là, vous avez une citation de la revue d'où est tiré l'article de Jean Guiton. Or, M. Saunier ne cite cet article qui me semble essentiel qu'une fois seulement et accessoirement dans une note estimant son négligeable interprétation donnée par son collègue, si bien que son jugement, selon lequel l'épisode des paroles gelées n'apparaît en général aux yeux de la critique que comme une sorte d'intermède curieux, est démenti précisément par l'article fondamental de M. Guiton, paru 13 ans avant le sien. Donc voilà, Saunier prend ça. Hein, voilà. Bon, alors il me semble que cet art du dégel, là pour filer la métaphore des paroles gelées, des signifiants qu'on a vu à l'œuvre ici avec le mot cas, ça pourrait bien constituer quelque chose comme l'étymon spirituel de Rabelais, que Spitzer n'a pas traité. Je propose finalement, non pas de réécrire Spitzer, je n'ai pas cette prétention, mais enfin bon, d'imaginer ce que ça aurait pu être, hein, parce qu'il n'y a pas que le mot cas qui est saisi dans cette espèce de turbulence lexicale et sémantique que j'ai essayé de décrire. Il y en a quelques autres. Je crois que Mireille Huchon, par exemple, a analysé le mot coin, sauf erreur. Hein, mais ça, les grands spécialistes dans la salle le confirmeront peut-être. Donc une sorte, vous voyez, de papillonnement des significations, hein, de variations très acrobatiques, mais qui correspond peut-être à un dégel, encore une fois, des mots comme des choses du reste. Merci. Bien, alors merci beaucoup Olivier pour cette conférence de casuistique finalement. C'est un mot que tu n'as pas employé, mais on aurait pu s'en servir aussi. Peut-être y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Sinon, moi j'en ai, mais je peux tout à fait... J'en ai une, en tous les cas. Est-ce qu'il y a... Oui,
Alors, Nelly Labert. Merci beaucoup. C'est une question très ouverte en partant du mot cas. Et merci beaucoup pour cette conférence qui était plus qu'enrichissante sur ces questions-là, qui touchent à la littérature, au juridique, comme tu l'as montré aussi. La question, pour moi, portait aussi, puisque tu terminais sur ça, sur les familles aussi d'auteurs, marques d'auteurs, mais peut-être familles d'auteurs. Le mot cas, notamment, est très employé dans les 100 nouvelles nouvelles, qui date de 1462, dans l'esprit pré-rabelaisien, si on devait établir ces filiations. Est-ce que tu irais jusqu'à regarder ou à considérer ces marques, j'allais dire d'écriture presque plurielle, puisqu'on sait que l'obscénité touche aux questions d'émission et de réception. Pour le dire autrement, est-ce qu'il y aurait des mots marqueurs qui permettraient de faire des signes ou des signaux sur une appartenance de ceux qui aiment rire avec et parfois contre? Voilà, appartenance par un marquage de mots. Des effets de signature, est-ce que je comprends bien? Pas vraiment? Ouais, ou de Oui. clin d'œil, c'est-à-dire Oui. que là, on est sur une relecture postérieure, contemporaine, où on identifie que tel mot est un marqueur pour un auteur qui a pu vivre 500 ans avant. On sait qu'il y a ces mots qui ont été des marqueurs pour le Moyen-Âge. Si on reprend par exemple une interpolation dans un roman satirique qu'on va retrouver dans un autre roman, cet extrait reconnaissable par les médiévaux eux-mêmes et est une signature pour un cercle de lecteurs, ceux qui comprennent, voilà, les happy few. Est-ce que tu considérais ce terme de cas, puisque tu as cité d'autres intertextes et aussi d'autres réécritures, est-ce que tu regardes cette communauté, j'allais dire, à travers ces mots-là, à travers le mot cas en particulier? À deux petites réactions. Pour les 100 nouvelles nouvelles, enfin moi, évidemment, j'interviens plutôt en aval de ton corpus, mais le cas est très présent, par exemple, dans l'Heptaméron. Mais c'est plutôt au sens de témoignage. D'ailleurs, ça rejoint un peu le sens juridique. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bon, ça permet peut-être de rouvrir un débat qui est toujours en cours, me semble-t-il, concernant un Rabelais élitiste ou un Rabelais un peu plus ouvert. Et à ce titre, si élitiste il y aurait effectivement des signes de reconnaissance, en effet, éventuels. Je ne sais pas si le lexique tel que je l'ai interprété ici doit être pris dans ce sens-là. J'en suis pas sûr. Autrement dit, c'est quand même pas des interprétations extrêmement sibyllines que j'ai proposées. Je veux dire, il y a une communauté électorale assez vaste est en mesure de reconnaître ces choses-là, il me semble. Voilà, très modestement, c'est ce que je répondrais. Je n'ai pas évidemment tes connaissances du côté du Moyen-Âge. Peut-être d'autres ont des lumières par rapport à la question de Nelly, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais t'en poser une. Tu as déployé la totalité des significations qu'on pouvait convoquer. Est-ce que l'italien par lequel on passe pour traduire et comprendre le sens obscène du terme, est-ce qu'il est à l'arrière-plan, selon toi, du texte rabelaisien, ou est-ce que le mot de cas, dans la langue de Rabelais, n'est pas marqué par un italianisme? Voilà, pour dire les choses. C'est pas impossible quand même, parce qu'effectivement, l'italianisme en question, il est saillant quand même dans l'ensemble des études lexicales. Et en son temps, lui, il est italianisant de toute façon. Donc, à mon sens, effectivement, c'est de là que ça vient. Cette espèce de bifurcation, finalement, en direction du sens obscène, en effet, ça prend certainement ses racines dans l'italien, moi, je pense. Oui. Donc, il faut passer par l'italien pour arriver à l'obscène. Là, en l'occurrence, peut-être, oui. Peut-être, oui. D'accord, ok. Par ailleurs, ça advient avec Gymnaste, dont on sait très bien, avec les études de Balsamo et d'autres, combien c'est marqué, en particulier ce passage-là, par tous les traités d'équitation, qui sont quand même assez développés dans ce corpus-là et en Italie. Enfin, voilà. Question peut-être? Non, pardon. Ah non, pardon. C'était simplement... il y a effectivement l'italianisme, mais il me semble qu'il y a le latinisme aussi, puisque vous avez fait le rapprochement superbe avec chose, oui. Causa, qu'on trouve aussi chez Montaigne, la chose, la cause, et l'inversion finalement du tenant et de l'aboutissant. Oui, oui. Et l'allusion, bien sûr, sexuelle de faire la chose.
Donc c'était une question. C'est possible ça. Moi, vous avez vu que j'avançais, je marchais sur des œufs concernant évidemment le rapprochement des exceptions. C'est toujours un peu acrobatique ce genre de choses-là, au nom d'un certain fondement, mais enfin, on admettra quand même que c'est pas absolument évident. C'est-à-dire que je préfère, moi, m'en tenir au texte rabelaisien dans une perspective un peu comme Schweitzer, finalement, comme j'essaie de montrer, d'une sorte de jeu d'écho, si vous voulez, provoqué par le régime littéraire, pour aller vite, du texte rabelaisien, plutôt que d'aller voir et d'être avec assurance du côté de la langue. Mais il y a certainement ça. J'en profite, tenez, parce que la formule est assez amusante. Chez Montaigne, on trouve CATZ, C-A-T-Z-E, chapitre 49 du livre 1. Il s'essuyait le CATZ de laine parfumée. Je vous laisse méditer, rêver sur cette formule. Mais les deux expressions, cas et chose, ont fait florès dans la littérature. Je pense à Beaumarchais. On peut aller dans ce sens-là, de ce point de vue-là, oui, absolument. D'une certaine manière, moi, j'étais peut-être plus prudent que vous ne l'êtes. Et vous avez raison. Non, mais vous avez sans doute raison. Oui, pourquoi pas, ouais, effectivement. Bien, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que on passe du savant au buvant. Très bien. Et donc, il me semble qu'il y a une dégustation.